Depuis 5 ans, je sillonne la France au volant de ma petite Micheline pour découvrir les cuisines de nos terroirs. Cuisiner ensemble, c'est avant tout aller à la rencontre des autres, de leur culture, de leur paysage et bien sûr des produits de nos régions. Après autant de kilomètres, je reste persuadée que bien manger est le lien le plus naturel et le plus universel entre les hommes, même si l'on constate d'une maison à l'autre qu'il n'existe jamais deux versions identiques de nos plats les plus populaires. Faut-il précuire les pommes de terre du gratin dauphinois? Peut-on réussir une véritable pizza à l'italienne sans four à bois? Ou encore, comment garder le moelleux de la chair du poulet tout en le rendant croustillant à l'extérieur? Autant de questions auxquelles nous allons répondre avec Thierry Marx, chef étoilé et cuisinier engagé socialement, et Raphaël Aumont, chimiste culinaire. Voilà un café frappé. On frappe, on mange. Donc c'est vraiment de la science appliquée à la cuisine. Et bonjour, c'est une grande bouffée d'air marin que l'on vous propose aujourd'hui avec Thierry et Raphaël, puisque l'on va s'intéresser à un produit de saison que l'on trouve sur nos côtes françaises, les coquillages. Tout le monde connaît les moules, les huîtres ou les coquilles Saint-Jacques, qui sont un peu les stars de cette catégorie, mais vous verrez qu'il existe beaucoup d'autres produits, beaucoup d'autres coquillages. Comme ceux que nous cuisinera Thierry Marx, à l'aide d'un outil pour le moins incongru. Semi-pris de coquillage avec la cafetière. De mon côté, ce sera plus simple puisque j'ai choisi de cuisiner un plat emblématique, très abordable. Ce sont les moules frites. Et nous irons nous approvisionner à La Rochelle, en ce qui me concerne, pour les moules en tout cas. Et pour les pommes de terre, direction le Nord, pour découvrir ce que les ch'tis considèrent comme patrimoine national, les frites. Moi, je touche ma frite, je la manipule, c'est vraiment l'amour de la frite. Vous découvrirez ensuite une des perles de la côte atlantique, Oléron, avec ses plages, ses grandes marées et sa pêche à pied. On s'intéressera là-bas avec Jean-Baptiste Bonin à un bivalve, c'est la définition du coquillage, moins connu, pas très cher mais délicieux, le couteau. Voilà, donc ça c'est le couteau silique qui a vraiment un goût de coquille Saint-Jacques, un peu, un goût très très fin de coquillage. À Cancale, Gilles Goudet nous présentera le pied de cheval, avant de vous dévoiler sa recette d'huîtres chaudes. J'ai fait goûter cette recette-là à des gens qui n'avaient jamais mangé d'huîtres et qui s'y ont mis grâce à cette recette. Les coquillages dans la cuisine, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau en revanche, c'est la manière de les recycler notamment. Et vous verrez qu'avec les coquilles, on peut faire d'incroyables produits. Mais tout de suite, direction ma cuisine pour commencer la recette. Programme aujourd'hui donc les moules et puis les frites et puis les moules et du vin de Moselle pour ceux qui connaissent les classiques de Brel. Alors on va traiter de ces deux sujets. Figurez-vous que c'est le deuxième plat favori des Français, les moules frites. En plus c'est assez facile à faire, quoique il faut vraiment connaître quelques règles de base, ne serait-ce que pour réussir les frites. Mais avant ça, d'où vient la moule ? Les premiers coquillages sont arrivés sur Terre bien avant l'homme, il y a 240 millions d'années. Mais ce dernier s'est rapidement rattrapé. Dès 300 000 ans avant notre ère, Néandertal se régale de fruits de mer sur le littoral. Le succès ne se dément pas dans l'Antiquité, chez les Romains et les Grecs, très friands des huîtres en particulier, auxquelles ils prêtent des vertus aphrodisiaques. Si l'ostréiculture n'existe pas encore, les huîtres sont tellement communes à Athènes qu'on utilise leurs coquilles comme bulletin lors des votes organisés pour bannir un citoyen indésirable de la cité. À voter. C'est cette coutume qui est à l'origine du mot ostracisme. L'essentiel des coquillages est récolté à pied ou dragué avec des bateaux jusqu'au XIIIe siècle, où apparaissent les premières cultures avec les moules sur bouchot et les parcs à huîtres. Au XVIIIe siècle, malgré leur richesse en fer, en cuivre, en minéraux et en vitamine B, les coquillages sont responsables de nombreuses morts à la cour de Louis XV. Pour éviter ces intoxications, un édit royal interdit en 1759 la pêche, le colportage et la vente des huîtres pendant la période la plus chaude de l'année, du 1er avril au 31 octobre. La fameuse habitude de manger des coquillages les mois en R était prise. Aujourd'hui, les problèmes de conservation et de transport sont résolus, mais la pêche des coquillages est toujours réglementée afin de sauvegarder les espèces sauvages. Coquilles Saint-Jacques, couteaux, coques, huîtres plates et bigorneaux. Après tout, laisser les coquillages se reproduire tranquillement, c'est pas la mer à boire.
Allez, c'est parti pour nos moules frites. Qui dit frite dit pomme de terre. Et c'est déjà un point essentiel de la réussite de la frite, le bon choix, la bonne pomme de terre. Évidemment, vous le savez, il y a beaucoup de variétés de pommes de terre. Et tant mieux, puisqu'il y a beaucoup de plats de pommes de terre en France. Oui les gars, je vous ouvre. Bonjour Julie. Bonjour, vous apportez un colis, un pli, c'est ça? Les marxiens arrivent. Salut Raphaël, bienvenue, bienvenue. Alors, je suis en pleine tirade sur la frite, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la frite. En fait, c'est un plat qui a l'air facile, mais qui finalement réclame pas mal d'expérience, de connaissances. Et c'est là que tu vas nous éclairer. J'espère. Alors, la pomme de terre, moi j'ai choisi une pomme de terre à chair tendre, chair farineuse. Ça, c'est de l'agria, on était d'accord là-dessus. Toi, tu me dis que tu fais toujours tes frites avec l'agria. C'est la référence de la frite. Pour faire une jolie frite, il faut éviter de faire beaucoup de parures. Et les petites frites, ça va cuire très très vite et elles vont sécher. Donc, on veut ce croustillant, ce moelleux. Et ce moelleux à l'intérieur. Donc une pomme de terre relativement régulière et pas trop petite. Les pommes de terre soigneusement lavées, il faut encore les éplucher. Et une fois n'est pas coutume, le chef s'y colle aussi. Ça t'est arrivé ça, j'imagine, au début de ton apprentissage? Oui. Aujourd'hui un peu moins souvent, mais bon. Oui, moins, mais non, j'en fais plus Il n'y beaucoup. a que moi qui arrive à te mettre à la corvée de c'est patates. vrai. Donc, on les pèle. Alors, une question. Est-ce qu'on peut faire ce que vous, les chefs, vous appelez la mise en place? C'est-à-dire préparer une partie de la recette des frites à l'avance? Oui. Jusqu'à quel stade? Moi, je les blanchis à l'eau, à l'avance. Mais le blanchiment, c'est vrai que c'est extrêmement important en fait. Alors, mais là, vous soulevez un sujet important, parce que traditionnellement, les frites, c'est donc de la pomme de terre qu'on va tailler, qu'on va rincer, évidemment, il faut enlever un maximum d'amidon. Et ensuite, en principe, on fait 2 bains d'huile. Mais c'est rare qu'on les blanchisse à l'eau. Ça, j'apprends quelque chose. Et oui, je vais vous montrer au microscope d'ailleurs pourquoi ça a un vrai sens. Attends, on va venir te voir quand même. Parce que des frites pré-cuites à l'eau, alors là, Raphaël, faut que tu nous expliques. Le premier bain, vous avez remarqué que quand vous mettez vos frites, tout de suite ça gonfle partout. C'est le choc entre l'eau et l'huile finalement, c'est ça? On a une huile qui est à 140 degrés, alors que l'eau s'évapore à 100 degrés. Donc l'eau s'en va très vite, sauf qu'après, comme elle s'en va, il y a de la place. Et donc, lorsqu'on va sortir la frite, elle va absorber l'huile et ça va être une vraie éponge. C'est une éponge à huile. Donc j'ai fait des frites, soit de bain, classique on va dire, soit pré-cuites avant, à la vapeur. Donc j'ai utilisé un colorant qui va uniquement colorer l'huile. Pour vous montrer tout ça, on va regarder au microscope. Donc celle-ci, c'est 2 bains d'huile. Cette frite a été pré-cuite à la vapeur et elle a subi qu'un seul bain d'huile pour juste dorer, croûter. Alors, ce qu'on observe, c'est pas tellement intéressant. Persillage finalement. Voilà, et là on voit très bien que l'huile est rentrée à l'intérieur. Donc ça va être une frite qui va être beaucoup plus grasse. Très vite, elle va ramollir. Ouais, c'est étonnant. Donc, avec cette frite qui a été pré-cuite, elle est ferme, elle est jolie, elle respecte bien les angles. On va avoir la friture va être uniquement intéressante pour donner le goût et la couleur. Voilà, le croustillant. Ce dont tu parlais, le moelleux à l'intérieur et le croustillant à l'extérieur. Et donc, éplucher les pommes de terre rapidement, les couper, les rincer très vite, les blanchir à l'eau. Voilà, on les sèche bien et on prépare son huile. Et là, on la met tout de suite à entre 175 et 180 degrés. Huile neuve. Retenez que pour réaliser des frites fondantes, croustillantes et moins grasses, il suffit de remplacer le premier bain d'huile par une pré-cuisson à l'eau. Démarrage à froid et on égoutte quand ça bout. Puis séchez bien les frites à l'aide d'un torchon. Terminez leur cuisson en les plongeant dans un bain d'huile neuve à 180 degrés. De l'huile que vous pouvez d'ailleurs remplacer par de la graisse de bœuf, comme il est d'usage dans le nord de la France, où je vous emmène maintenant. Mon bébert veut sortir sa Margot. Il va pas dans les chics caboulot, où ce qu'on se met tout autour du garrot, une serviette. Le département du Nord compte encore avec son voisin le Pas-de-Calais près de 300 baraques à frites. Parmi elles, la friterie de Nono, devenue une institution à Reux. Chaque week-end, Bruno retrouve sa place devant la mairie et se met à préparer ses frites. Et depuis 18 ans, rien n'a changé. Ni sa passion, ni sa recette. Identique à celle de nos voisins belges. Je cuisine en 2 bains. Il y a le premier bain à 140 de la pré-cuisson. Et après, on a la cuisson à 180 degrés. Une cuisson non pas à l'huile, mais à la graisse de bœuf uniquement. La frite, grâce au gras de bœuf, elle a un très bon goût, elle est très croquante et moelleuse à l'intérieur. Si on cuit à l'huile, ça n'a rien à voir avec. Dès que les frites ils vont commencer à remonter, nous on appelle ça chanter. Ils vont commencer à faire un petit bruit dans la graisse de bœuf.
Là, je vais les sortir et je vais les laisser reposer. Je laisse reposer à peu près une trentaine de minutes. Un tour de main auquel Nono n'est pas prêt de renoncer. Il y a des friteuses avec des systèmes tout automatiques. Nous, on est encore à la friteuse à bac. Moi, je préfère là, je touche ma frite, je la manipule, c'est vraiment la mort de la frite. Une frite qu'il aime d'autant plus qu'il n'a pas à l'éplucher puisqu'elle arrive sous vide. Mais s'il s'évite la corvée de patates, Nono ne rogne pas pour autant sur la qualité. Parce que les gens, c'est vrai qu'en voyant des trucs, ils peuvent dire c'est des paquets congelés ou fait par une grosse industrie, etc. Et c'est carrément faux. Le sous-vide, c'est pour la conserver. Il n'y a aucun additif. C'est vraiment de la pomme de terre fraîche. De la pomme de terre fraîche qui pousse à une 60aine de kilomètres de l'autre côté de la frontière belge, à Chapelle-Awa, et qui attend ici, dans le hangar de Philippe Bourry, d'être transformée en frites. Le cultivateur belge a eu l'idée d'installer son usine au milieu de son exploitation en 1995. Les pommes de terre sont ainsi récoltées, puis triées, lavées et pelées par abrasion directement sur place. On utilise exclusivement la pinch parce que depuis des années, on se rend compte que ce sont les meilleures pommes de terre à frites. On retrouve ce goût de purée qu'on ne retrouve dans aucune autre variété. Une exigence gustative qui a fait le succès de l'entreprise familiale qui s'est outillée en conséquence au fur et à mesure. Les pommes de terre seront pompées par la machine qui est là, projetées contre la grille à une vitesse de 160 km/h. Les frites sont ensuite égouttées et triées avant d'être emballées sous vide chaque jour en quantité variable au plus près des commandes. Afin de garantir une fraîcheur maximale aux restaurations collectives et aux friteries qu'ils livrent. Et d'ailleurs, chez Nono, les premiers clients sont arrivés et les premières commandes tombent. Il replonge donc ses frites dans la graisse de bœuf à 180 degrés cette fois-ci. On peut le cuire d'une seule traite, hein, on pourrait. Hein. Mais si la frite, elle ne se repose pas, qu'elle a pas son deuxième bain, le goût n'est pas pareil. Il faut compter 2 minutes, 2-3 minutes à peine. Elle va prendre sa couleur, son croquant, et elle garde son moelleux à l'intérieur. Un moelleux pour lequel ses fidèles clients n'hésitent pas à faire la queue. C'est un personnage. Hein. Puis, Ah bah ouais, ça en joue. Hein, Généreux, Thierry l'est aussi, puisqu'il me taille maintenant soigneusement de belles frites régulières. Alors la vraie frite, son calibre c'est 1 sur 1. 1 sur 1. 1 sur 1. Ah, évidemment, on évite les pommes de terre germées. Hein. Oui. Ça, c'est quand même assez toxique. Ah, les yeux, c'est vraiment pas... Ouais. Très toxique, ça contient de la solanine. Et alors ça, c'est un vrai poison et qui tient à 280 degrés. Ah bon, en plus. Donc ça veut dire que même en se disant c'est pas grave, ça va frire ou ça va se décomposer avec la température, eh ben non, pas dans Donc les quand frites. on a ce germe, qu'est-ce qu'on fait? On les jette, il n'y a rien d'autre à faire? Non, il faut vraiment éplucher, mais grassement. Ça reste ça. sur au moins D'accord. 2-3 mm. Mais on peut consommer la pomme de terre? Oui, l'intérieur. Voilà. L'intérieur. Ouais, tout à fait. Avec Thierry, on peut avoir confiance. Histoire de comparer les deux cuissons, je prépare donc le bain de gras de bœuf qui servira à faire frire la moitié de nos frites. Je rince ensuite les frites à l'eau pour enlever le plus d'amidon possible, comme le recommande le chef. Et voilà. Et voilà le travail. Les frites de Monsieur Marx. Et oui, la petite dame. Allez, envoyez à la 3. Et on va enchaîner avec la recette de Monsieur Marx. Et pour la recette de Monsieur Marx, direction bien évidemment ses cuisines. Alors aujourd'hui au menu, on va faire le semi-frit de coquillage avec la cafetière. C'est avec cet ustensile inhabituel que Thierry Marx va réaliser la cuisson de ses coquillages et de son bouillon. Pour la première étape de sa recette, notre chef dépose en lieu et place du café un peu de bonite séchée. Voilà ce qu'on appelle en japonais du katsuobushi, mais on peut trouver ça en France. Hein. On en trouve au Pays Basque par exemple. Dans le réservoir de la machine est versée de l'eau minérale pour ne pas altérer le goût des coquillages, qui sont quant à eux déposés directement dans la cafetière. On a les coques, les vernis et puis les petits clams. Cet assortiment peut bien sûr varier selon les arrivages du poissonnier. Là, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un bouillon très concentré qui va donner beaucoup de parfum. Voilà, j'ai branché ma cafetière. C'est un petit peu une astuce qui peut paraître un peu gadget, mais en même temps, je maîtrise à peu près bien la température de cuisson de mes coquillages. Et finalement, on a tous une cafetière à la maison. Mais ça peut être drôle quand on n'a pas vraiment la place. On laisse le temps de son bouillon de coquillage se préparer tout seul. Et pendant ce temps, on peut passer à la deuxième étape de la recette du chef, la préparation de pétales de betterave. Alors, je suis sur un tranchage vraiment fin. Hein.
du produit. Si fin que l'on doit pouvoir voir à travers. Les tranches sont ensuite détaillées en disques de 2 cm de diamètre et marinées dans un mélange d'huile d'olive, de vinaigre de riz et de poivre. Ça va les détendre un petit peu, ça va les assouplir un petit peu, mais en gardant leur goût et leur croquant surtout. Pendant ce temps, l'eau est passée dans la cafetière, immergeant les coquillages. On va bénéficier de la température de la plaque. Bien sûr, on va prendre le temps. Il faut en général 6 minutes pour que les coquillages soient cuits à bonne température. Là, on voit les coquillages qui s'ouvrent tout doucement, qui libèrent un peu leur saveur. 6 minutes plus tard, le bouillon est prêt à être filtré. Ça sent très très bon. Ça sent la mer, ça sent l'iode, ça sent le coquillage. Ça sent pas le vin blanc, ça sent pas l'échalote, ça sent pas le persil. La troisième étape de notre recette consiste à laisser refroidir le bouillon à température ambiante avant de le verser directement dans l'assiette, puis de le réserver au frais afin qu'il gélifie naturellement. Si vraiment on a besoin de se rassurer, ce qui peut être le cas, des fois pour dire ça ne va pas gélifier, 2 options, quand le bouillon est encore chaud, feuille de gélatine ramollie, pourquoi pas, ou prélever un petit peu de bouillon, une petite ébullition avec une pointe d'agar-agar, ça veut dire 1 ou 2 grammes d'agar-agar, le remettre dans le bouillon et ça va fonctionner. Quatrième étape de sa recette, Thierry Marx s'occupe à présent des coquillages. Vous voyez, mes coquillages, ils sont bien ouverts, ils sont juste cuits. On peut parler de coquillages à point de cuisson. Seules les coques, rincées puis décoquillées, rejoindront l'assiette. Les autres seront réservées pour une autre recette. Avant de dresser son plat, le chef finalise ses pétales de betterave dont la couleur s'est uniformisée en marinant. L'idée, c'est de les couper un petit peu comme ceci et de pouvoir les rouler en petits cônes. Petite astuce, pour qu'ils gardent leur forme, le chef les plante dans un film plastique tendu et troué. C'est pictural et en même temps, faut faire naître le désir de déguster. Et touche finale de notre chef, un nuage d'écume réalisé en émulsionnant une cuillerée de lait de soja avec du jus de cuisson des coquillages. Semi-prix de coquillages. Sur la plage abandonnée. Voilà un plat gastronomique en 4 étapes. Alors là, on a le semi-prix de coquillage. C'est drôlement joli, dis donc, c'est en apesanteur. Oui, c'est très très léger. C'est beau. Alors, il faut bien manger température de cuisson, en fait. le semi-prix qui est pas pris vraiment, hein, c'est assez flappy comme ça, comme on dit. Et surtout, il faut le manger avec le nuage. Ça fond en bouche. Parce que, c'est bon. on a une forme C'est délicat. d'excès de sel finalement avec l'iode. Et puis tout d'un coup, on tombe sur ce nuage qui est... Cette texture-là, c'est magnifique. C'est comme tu dis, ce nuage avec la gelée qui est à peine prise, semi-prise. Ces tout petits coquillages, c'est délicieux ça. Alors, on est d'accord, ta cafetière, une fois que tu as fait ta recette, tu la fous à la poubelle. Non, C'est je ça. ne me sers qu'à ça. Oui, ça, c'est les conseils de Thierry. Hein. C'est Raphaël qui me... on cherchait des appoints de cuisson et on n'avait pas pensé à la cafetière tout de suite. Mais, comme tu le sais, j'interviens des fois dans des centres fermés pour des personnes qui sont détenues et ils ont tellement d'astuces. Ah, et un c'est venu type de là. faisait Sympa. la cuisine, il sympa. n'avait même plus le bol et il se servait de la cafetière et du réchaud pour faire à manger. C'était sa seule source. C'était sa seule source. électrique. Puis j'ai lancé l'idée à Raphaël et puis on a mis on a testé. cet objet au point. Ouais, c'est formidable. Il y a un petit goût de reviens-y quand même. Moi, j'en aurais bien Oui. une deuxième lampée. Oui. Petite mise en bouche. Et ça tombe bien, Raphaël a décidé de revenir sur ce mode de cuisson avec sa propre recette de fruits de mer à la cafetière. Alors, des coquillages. Ouais, Voilà. Dans ce filtre, on peut y mettre un bouquet garni. génial. Et puis on va lancer l'opération. Tout simplement. Voilà. Et donc cette eau, elle va monter, ça va monter en pression, cette vapeur, et ça va finir par ouvrir. Mais quand c'est ouvert, c'est la juste température de cuisson. Quelle est la température en général de Alors on la va regarder cafetière? justement. 62 degrés. Ouais, 62 degrés. Ouais, les protéines, ça commence à cuire justement. On avait vu ça d'ailleurs ensemble avec le saumon. 52, absolument. 56 degrés les albumines. Il faut savoir quand même que les coquillages, c'est quasiment que des protéines. Bon. Il n'y a pas de matière grasse, c'est que des protéines. Donc à 62 degrés, c'est cuit. Habituellement, les coquillages, quel que soit le mode de cuisson, on dit toujours qu'il faut les soumettre à une très forte chaleur, très rapidement. Rapidement. Et finalement, toi, tu dis, enfin, vous dites ensemble, pas forcément. Bah, du coup, là, on préserve les. On n'aura jamais de surcuisson, de côté caoutchouteux, parce que le problème de ces crustacés mollusques, c'est très vite, ça devient très très caoutchouteux. C'est vrai. On les voit s'ouvrir, absolument. Ah ouais, c'est magique. Hein. On se remet à la frite? Allez, on se remet à la Allez, frite, la parce que frite là, n'attend il est pas.
Pendant que les coquillages de Raphaël finissent de s'ouvrir, j'en profite pour mettre en pratique les conseils des garçons sur la cuisson des frites, en les plongeant non pas dans l'huile mais dans l'eau. Le premier bain des frites est lancé, place à la dégustation des coquillages de Raphaël. Je trouve ça intéressant, tu vois, il n'y a pas de surcuisson. Le nombre de fois où tu manges ce genre de coquillage où c'est surcuit, caoutchouteux, c'est du pneu. Ah bah oui, non, là, on a vraiment respecté le produit, là. Encore un petit goût de reviens-y, mais il est temps de s'attaquer à la deuxième partie de ma recette, les moules en papillotes. C'est une recette que, alors pas celle-ci en particulier, mais une méthode de cuisson que j'ai retenue d'un voyage en Italie, dans un petit bistrot italien avec une maman qui faisait des pâtes divines. Et elle faisait ses pâtes au vongole et au coquillage en général, carrément avec les pâtes dans la papillote d'aluminium. Alors, nos moules de Bouchot, que nous sommes allés récolter chez notre mytiliculteur du côté de La Rochelle, à Charron. Et oui, nous sommes allés rendre visite à un mytiliculteur qui va nous raconter d'ailleurs comment ça se passe, comment on obtient ce merveilleux coquillage si bon marché et si délicieux. Allez, je vous emmène donc à Charron, en Charente-Maritime. Avant tout, ce qui fait la particularité de ces moules, c'est leur mode d'élevage. Les naissins sont fixés sur des cordes, elles-mêmes enroulées autour de pieux, les fameux bouchots, sur lesquels les moules vont pouvoir se développer. 2 fois par jour, au rythme de la marée, le site mythilicole se découvre. Et pour nous en parler, nous avons rencontré Benoît Duriveau, qui travaille en équipe, bravant vents et marées. C'est une vraie forêt de pieux de chêne qui a été piquée dans la mer. Nous, mon frère et moi, et les gens de ma génération, on est les 5e descendants des mytiliculteurs, des premiers boucheleurs qui cultivaient les moules sur les bouchots. C'est une technique d'élevage qui est spécifique en France. On est des éleveurs, on est des paysans de la mer. J'ai un collègue qui disait qu'on a des vignes marines. Les moules vont pousser en grappes et nous, notre travail concrètement, c'est de mettre des pieds de vigne, de retirer l'excédent des grappes de raisin et de les travailler toujours pour qu'ils arrivent à maturité au top. Nous n'avons pas, pour la moule de Bouchot, de moule d'écloserie. On revendique du 100% naturel. C'est ce qui fait aussi que tous les coquillages, les petites larves qu'on va venir poser sur les pieux de Bouchot pour l'année prochaine, qu'elles soient dans les restaurants, sont notre production à 100% naturelle. Donc la moule de Bouchot, spécialité traditionnelle garantie, ça garantit que pendant entre 6 mois et 1 an, les moules seront sur un pieu. On sème et on récolte en même temps. C'est un métier qu'on adore faire, et nos gars aussi. La récolte des moules enfin terminée, un premier tri peut être effectué à même le bateau. Les moules de Bouchot donc, sont sur les pieux, et après tu as les moules de filière. Donc une filière, c'est en pleine mer. La différence avec la moule de Bouchot, c'est que jamais la moule ne verra le jour. Donc elle va toujours être en opération de filtration, ce qui fait qu'elle va grossir plus vite. Et elle va avoir normalement un taux de chair supérieur en début de saison. Sachant qu'on la récolte de juillet à mars. Retour à quai pour le déchargement. Les moules partiront ensuite chez les poissonniers, les restaurateurs et même parfois les habitués viennent se fournir directement à la source. Et voilà, cher ami. Le compte est bon. Oh, c'est gentil. 60 000 tonnes de bouchots sont produites tous les ans par environ 1200 mytiliculteurs. Des moules qui sont devenus en mai 2013 le premier produit français à être enregistré spécialité traditionnelle garantie au niveau européen, les protégeant ainsi des fraudes. Et voilà les moules toutes fraîches, pêchées, c'est minutieux, élevées. Absolument. J'adore ça. C'est très C'est mon saisonnier. plat préféré. Alors les moules, petit conseil justement. On est d'accord évidemment, celles qui ne se referment pas quand on les presse, quand on les manipule, parce que souvent elles s'ouvrent bien sûr, mais c'est pas pour autant qu'elles sont mortes. Voilà, comme celle-là, il me semble. Je vais lui laisser le temps éventuellement de se refermer pour voir si on sauve sa tête ou pas. Mais si elle reste ouverte, on la jette. Exactement. Et celles qui sont cassées aussi, bien sûr. Nos moules nous ont été livrés déjà grattés et débarrassés de leur filament grisâtre que l'on appelle le byssus. Je n'ai donc qu'à les rincer. Alors l'avantage de les manipuler comme ça, de les remuer sous l'eau, au-delà du fait qu'on les nettoie, c'est que du coup, comme on les entrechoque, on voit tout de suite celles qui se referment et celles qui restent ouvertes.
Alors, bon, les moules sont prêtes. Maintenant, on va s'occuper de la garniture aromatique. Alors, je te propose quelque chose de tout simple. Un peu de fenouil, un peu d'échalote, mais pré-cuite. Puisque de toute façon, la moule cuit très très rapidement. On n'a pas le temps de cuire l'échalote. Donc, il vaut mieux la pré-cuire. Est-ce que tu peux du coup me ciseler ça? Et moi, je vais m'occuper du fenouil. Et on va rajouter quelques graines de fenouil pour augmenter cette saveur anisée qui est très agréable et qui se marie très bien avec la moule d'ailleurs. Et pendant que nous nous occupons de la garniture, je vous propose de découvrir un autre coquillage pêché dans la même région que nos moules, mais moins connu, le couteau. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tatatin, moi la mer, elle m'a pris, je me souviens, un mardi. J'ai troqué mes Santiago et mon cuir un peu zone contre une paire de Dockside et un vieux ciré jaune. Nous repartons donc en Charente-Maritime. C'est sur la deuxième plus grande île française, l'île d'Oléron, que nous faisons escale cette fois-ci pour découvrir comment pêcher et surtout comment cuisiner les couteaux avec Jean-Baptiste, spécialiste de la pêche à pied. Tout commence sur la plage à marée basse, bien sûr, où nous retrouvons le marin-pêcheur oléronais en compagnie de son amie Gaëlle, elle aussi enfant du pays. Armés d'une pelle et d'un panier, et surtout de beaucoup de patience, ils partent en quête du coquillage longiligne que seuls les connaisseurs prennent le temps de capturer. Merde, j'y vais là. Ah, très bien. Donc ça, c'est probablement un trou de couteau. On voit qu'il y a une petite dépression dans le sable avec au milieu des petits débris plus fins qui seraient des débris d'alimentation du couteau. Donc là, la petite astuce, c'est de regarder avec le doigt si on sent une galerie. Alors vas-y, je te laisse beaucoup de... Ah, ils sont profonds. Oh, c'est fou. Donc ça, c'est le couteau silique. Une des deux espèces de couteaux les plus communes dans la région. Ça, c'est le muscle, en fait, avec lequel il s'enfonce dans le sable, en fait. Et il crée sa galerie. C'est assez puissant, hein. Celui-là, il est un peu petit, hein. Je pense qu'on va le laisser quand même. Ouais. Donc on va le laisser et puis il se refera un petit trou. Pour protéger l'espèce, seule la pêche des couteaux de plus de 10 cm est autorisée. Jean-Baptiste a d'ailleurs fondé en 2004 une association sur l'île pour informer les pêcheurs occasionnels sur la réglementation et les bonnes pratiques de la pêche à pied. Ouais, super. On va regarder avec la petite réglette magique. Ouais, ok. Ça va, bon, il fait 13. D'accord. Ah, ça, c'est un couteau, normalement. Ah. Regarde, là, ça bouge aussi. Regarde. Hop, ça, complètement. Attends. Ah, c'est un couteau noir. On voit bien la différence. Voilà, on a deux espèces. Bon, c'est des jeunes, hein, mais on voit quand même nettement la différence. Le couteau droit, ou appelé couteau noir, donc qui est droit et un peu noir, donc très facile. Et là, le couteau silique, qui est quand même arqué et qui n'a pas tout à fait les mêmes, la même ornementation, quoi. Le couteau noir, il est quand même un peu plus caoutchouteux, on va dire, et moins fin surtout. Alors que le couteau silique a vraiment un goût de coquille Saint-Jacques, un peu, un goût très très fin de coquillage. Et ça tombe bien car aujourd'hui, ce sont essentiellement ces derniers qui remplissent le panier de nos deux gourmets. Direction la maison d'hôte de Gaëlle pour les cuisiner. Là, on met de l'eau de mer dans des saladiers pour faire dégorger les coquillages. C'est-à-dire qu'on va les laisser se reposer au moins 1 heure, peut-être un petit peu plus, dans l'eau de mer pour qu'ils crachent un peu le sable qu'ils ont dans les chairs, quoi. Une étape indispensable que l'on peut même prolonger d'1 heure ou 2 si on a le temps. Olivier. Jean-Baptiste commence par rincer soigneusement les couteaux qui ont dégorgé. Ah, c'est vraiment indispensable parce que le moindre grain de sable, ça gâche un petit peu quand même le goût du coquillage, quoi. Les petits sont réservés pour être dégustés crus et les plus gros sont déposés sur une plaque pour sa recette. Celui-là est carrément sorti de sa coquille, le pauvre vieux. On va les mettre au four quelques minutes pour qu'ils s'ouvrent, tout simplement. Afin qu'ils puissent être plus facilement farcis avec un beurre persillé que Jean-Baptiste réalise avec du beurre à température ambiante, auquel il ajoute 2 gousses d'ail émincées, une échalote et un bouquet de persil plat haché. Il amalgame le tout à la fourchette et ajoute ensuite 3 cuillerées à soupe de poudre d'amande. La poudre d'amande. Ça donne un petit peu de tenue, puis ça rajoute un petit peu de douceur aussi par rapport à l'ail qui est assez fort, assez puissant en fait. D'accord. Je vais mettre un petit jus de citron aussi pour la fluidifier. Ah oui.
Il n'y a plus qu'à farcir les couteaux qui se sont ouverts. Il les saupoudre ensuite de chapelure avant de les enfourner à nouveau. Position grill, 5 minutes. Hein. Allez. Juste le temps de déguster quelques couteaux crus. Alors. Il faut passer bien le long de la coquille pour le décoller. Ouais. Je vois comment tu... Hop. Et puis donc, après, tu le décolles comme ça, puis tu le manges. Ok. Voilà. Il n'y a pas de sable, c'est bon. En plus, c'est très élégant. Non, mais il est très, très tendre. Et maintenant, place au couteau cuit farci. Alors, pour manger les couteaux, il faut... Je sais pas. Une fourchette. Une fourchette, d'accord. Allez, bon appétit. Merci, toi aussi. Oh ouais, c'est super. Là, on a quand même récompensé des efforts de toute la pêche. Rassurez-vous, si vous n'avez pas l'occasion d'aller pêcher l'hiver comme Jean-Baptiste, vous pouvez toujours vous régaler de couteaux venus d'Irlande que l'on trouve dans le commerce. Sa recette est merveilleuse parce que c'est tout le symbole de la simplicité quand on mange ce genre de produit. Mais moi, j'aime le couteau, comme il l'a fait, passer au four. Ouais, c'est ça, au plus naturel. Une tranche de pain de seigle, un petit peu de beurre salé, un petit peu de beurre nature, et poser le couteau encore tiède sur le pain de seigle. Et Ah, ça c'est merveilleux, ça. Et d'ailleurs, avant de reprendre ma recette de moules frites, je ne résiste pas à goûter ce merveilleux plateau de fruits de mer que nous a concocté l'ami écaillé de Thierry, Marcel, qui nous rejoindra autour de la table tout à l'heure. On verra pas le trou là si je la mange. Ah non, on verra. On remettra la coquille. glace, on mettra la coquille vide. Ah, ça me fait trop envie. Ça me fait trop envie. Bon, vas-y, continuez les gars. Hein. Faites votre vie, faites votre cuisine. Vous embêtez pas. Et surtout, il nous a ramené un coquillage merveilleux. Il nous a ramené l'ormeau. Moi, au Japon, je le mange cru et cuit. Oui. L'huître? Ouais. Oui, pourquoi pas. Vous dérangez pas. Juste utilisé pour la soulever. Ouais, merci. Non, je t'en prie Thierry, on peut faire quelque chose pour toi? Ah oui, à l'occasion. Pardon Thierry, décidément difficile de ne pas se laisser distraire avec tous ces beaux fruits de mer aujourd'hui. Je laisse Thierry nous montrer comment cuisiner les ormeaux en les saisissant rapidement et je me remets au fourneau. Pendant que les frites pré-cuites s'égouttent, je mets à chauffer un mélange d'huile d'arachide et de tournesol d'un côté et la graisse de bœuf fondue de l'autre, histoire de pouvoir comparer les deux écoles tout à l'heure. Alors, Tu prends des petits bouts, voilà. Et alors, il n'y a pas de... J'ai pas assaisonné, tu peux mettre un grain de sel dessus. comme ça. Et tu goûtes comme ça, juste avec de l'huile d'olive. Je vais aller chercher un... Attends, ah oui. C'est bon. C'est les ormeaux. Mais il y a une vraie mâche, hein. Eh oui, Et qu'est-ce qu'il y a comme mais goût pas trop. C'est-à-dire que plus on va le cuire, encore une fois, si on ne maîtrise pas la cuisson de l'ormeau, il devient dur, plus en plus caoutchouteux. Finalement, il y a une cuisson propre à chaque coquillage à vous écouter. Hein. Ouais, On ne peut pas adapter la même Parce que cuisson chaque à tous les coquillage a coquillages. sa propre Bien texture sûr. déjà Texture, intrinsèque. sa propre taille. Et puisqu'on parle de taille, je profite du deuxième bain de frites dans l'huile à 180 degrés pendant 8 minutes pour vous emmener voir un coquillage hors norme, lui aussi assez méconnu, le pied de cheval. Ça vous dit quelque chose? Prendre la mer vers mon Hawaï à moi, mon Hawaï à moi. J'aimerais prendre le temps de t'emmener avec moi, de t'emmener avec moi, mon Hawaï à moi. Pour découvrir ce coquillage rare, je vous emmène dans la baie du Mont-Saint-Michel, mais attention, du côté breton, à Cancale exactement. Un des centres de production ostréicole les plus actifs de la région. Et surtout la capitale de l'huître plate. C'est Gilles Goudet que j'avais rencontré lors d'un précédent voyage culinaire sur la côte d'Émeraude qui sera notre guide aujourd'hui. Et s'il m'a donné rendez-vous devant ces parcs à huîtres, c'est pourtant bien pour me parler d'un coquillage sauvage. L'huître emblématique de la ville de Cancale, c'est le pied de cheval. Et pourquoi le pied de cheval? Parce qu'elle a, si vous la retournez, ça a une forme de sabot. Le pied de cheval, c'est ni plus ni moins qu'une belon. La belon, qui tire son nom d'une rivière du Finistère, est une espèce d'huître plate que l'on trouvait à l'état sauvage au large de Cancale, bien avant qu'on importe sa cousine creuse du Japon dans les années 70. Mais revenons à notre pied de cheval. Donc là, on est sur une huître qui est entre 13 et 15 ans. Il faut savoir que ces huîtres-là, on les trouve au fond de la baie. Donc c'est sauvage, c'est un gibier. C'est l'équivalent d'un gibier. Hein. On n'en fait pas la pêche. On en trouve accidentellement dans nos filets quand nos marins pêcheurs pêchent en baie le poisson plat.
Afin de protéger l'espèce dans la baie du Mont-Saint-Michel, seuls quelques bateaux sont encore autorisés à draguer ces énormes huîtres. Là, il faut vraiment être très amateur d'huîtres pour manger ça. Déjà, il faut l'ouvrir, c'est déjà assez compliqué. On peut y aller au tournevis et au marteau. Et ensuite, on déguste. Direction la cuisine de Gilles, à quelques pas de là, pour la démonstration. Ouais, du coup, hop. Gilles a le coup de main, mais mieux vaut ne pas avoir à en ouvrir une douzaine. Là, on a un petit beefsteak quand même. Hein. Donc c'est très puissant, très fort et assez croquant. Et pour notre ostréiculteur, il serait péché de la cuisiner. Il serait péché de la cuisiner. On ne rajoute rien à un coquillage comme ça parce que c'est très fin. Moi, je mets ça au même plan que la coquille Saint-Jacques ou que la praire. C'est vraiment un produit noble, donc on n'y touche pas. Mais il faut déjà être amateur parce qu'il faut manger l'huître en 2 fois. Alors c'est très piquant, très iodé. On retrouve le goût de la pâte évidemment, mais c'est encore plus fort. C'est vraiment un produit exceptionnel. Exceptionnel sûrement, mais il est vrai que la taille peut impressionner nos néophytes. D'ailleurs, notre hôte tient maintenant à nous proposer une recette qu'il réserve habituellement aux huîtres creuses de gros diamètre. J'ai fait goûter cette recette-là à des gens qui n'avaient jamais mangé d'huîtres et qui s'y sont mis grâce à cette recette. Gilles commence par ouvrir les huîtres en prenant soin de vider leur eau, puis il les dispose bien à plat. Il fait ensuite revenir une grosse échalote émincée, avec environ 30 g de beurre demi-sel bien sûr, auquel il ajoute une lichette de vin blanc sec. Donc on reste devant la casserole. En fait, le but c'est que l'échalote ne roussisse pas, qu'elle reste blanche quand même. Le but c'est d'arriver à une sorte de compoté. On va réduire le feu. On va revenir à nos huîtres, parce qu'entre-temps, on peut vérifier que nos huîtres ont refait leur eau. Du coup, on va se retrouver encore avec une petite réserve d'eau de mer qu'on va faire disparaître. Gilles dépose ensuite une petite cuillère de sa compotée d'échalote sur chaque huître, puis il nappe généreusement de crème fraîche. Dernière étape, le petit piment d'Espelette. Je sais, ça fait pas très breton, mais c'est un petit clin d'œil à mon village d'Ainoa. Un joli village basque dont est originaire la maman de Gilles. Il n'y a plus qu'à enfourner sous le grill. Tac, et on attend. 15 minutes plus tard... Voilà, donc ça sent bon. Hein. Les huîtres sont prêtes à servir. Voilà, j'ai disposé du gros sel dans mon assiette. Ensuite, on les pose pour bien les caler. Et voilà. Une recette idéale en entrée ou en apéritif dînatoire. De retour dans ma cuisine, reprenons le fil de notre recette en faisant revenir à l'huile d'olive les échalotes, que je parsème de grains de fenouil. Allez, je vais mettre un petit peu de pâte de piment d'Espelette, parce que moi, je trouve que la moule se marie très bien avec le piment. Eh oui. Et voilà, Et on on a n'hésite appris pas. que c'était pas un piment très fort. Finalement. Non, en plus, il est surtout parfumé. Alors, maintenant, on fait les papillotes. Donc, on met 2 couches de papier d'aluminium et on va y mettre quelques moules, comme ça, à cru, bien sûr, bien fermés. On rajoute notre petite garniture aromatique avec du fenouil cru, des échalotes juste revenues à l'huile d'olive et quelques grains de fenouil. Un peu de pâte de piment, en l'occurrence de la pâte de piment d'Espelette, on reste français. Et on va mettre tout ça au four, très rapidement d'ailleurs, un four chaud, 230 degrés, sur la plaque du four. Et comme on disait, l'avantage c'est qu'on peut préparer à l'avance et enfourner au dernier moment. Bon alors vous savez que dans le coquillage, il y a le mollusque et il y a la coquille, qui souvent pèse plus lourd que le mollusque d'ailleurs, ce qui est le cas dans l'huître par exemple. Et qu'est-ce qu'on fait de toutes ces coquilles? Eh bien parfois on construit des villes, Manhattan, qui est assise sur une base de coquilles d'huîtres, paraît-il. Et puis après on peut faire aussi beaucoup d'autres choses, la preuve.
Avec plus de 5000 km de littoral et plus de 80 000 tonnes d'huîtres produites par an au large de nos côtes, les Français sont les premiers producteurs, mais aussi les premiers consommateurs d'huîtres en Europe. Et si l'on trouve des huîtres dans leurs assiettes, bien sûr, on en retrouve aussi dans des chaussures, des cosmétiques, sur les routes. Pour cela, tout commence dans cette usine installée dans le pays vantais, à quelques kilomètres de la côte morbihannaise, où la famille Lelu recycle depuis 10 ans les rebuts des ostréiculteurs. Grâce à 10 années de recherche, l'entreprise a réussi à donner une deuxième vie à ces déchets, coquilles d'huîtres. Ces coquilles d'huîtres subissent un certain nombre d'étapes de nettoyage, de triage, broyage, concassage, pour arriver à un produit fini, à un concentré de poudre de coquilles d'huîtres qu'on appelle ostrécale. Ce concentré de calcium et d'oligo-éléments marins est notamment prisé par les agriculteurs de la région qui l'utilisent en complément alimentaire pour leurs vaches laitières. Mais il a aussi trouvé sa place dans l'industrie. Ce qui est étonnant avec notre produit, c'est qu'il peut être utilisé dans plusieurs domaines parce qu'il a plusieurs facettes. Par exemple, là, il est utilisé dans les peintures routières pour son côté réfléchissant. La poudre part alors de Bretagne et arrive ici, à Brétigny-sur-Orge, en région parisienne, dans l'usine que dirige Joël Munier. Elle remplace depuis plusieurs années maintenant le calcaire dans la chaîne de production des peintures qui sont fabriquées ici. On est devant la ligne de conditionnement de la gamme Ostrea. C'est une gamme vendue à chaud qui est à base de coquilles d'huîtres, de résine de pin, d'huile de soja, donc ce sont toutes des constituants naturelles. L'avantage des coquilles d'huîtres, c'est que c'est un produit qui est renouvelable, contrairement au calcaire qu'on utilise, qui lui vient de carrière. Chaque année, on fait plus de 2000 km de marquage routier avec cette gamme. Qui, outre l'avantage écologique certain, se révèle une véritable innovation technologique. À l'autre bout de la France, sur la côte basque, c'est une toute autre utilisation du concentré de calcaire que tient à me montrer Édouard Dudoré. Dans ce centre de recherche d'une marque de sport de glisse, la coquille d'huître revient à ses origines, la mer, puisqu'elle sert de matière première à des chaussons de surf. Donc l'histoire a commencé en 2013, où nous avions déjà le produit en magasin, mais la matière de ce produit-là était en PVC. Et le PVC, notamment en fin de vie, a un impact environnemental qui n'est pas le meilleur des plastiques qui existent. Donc l'objectif était de rester sur le même produit, de garder ses fonctionnalités, mais de réduire son impact environnemental. On a travaillé avec des ingénieurs basés ici à Hendaye et basés dans notre centre de recherche et développement à Lille, pour travailler sur la matière. Il a fallu 1 an et demi de recherche et de tests pour que les ingénieurs arrivent à mettre au point ce nouveau matériau composé à 15% de poudre d'huître recyclée. Moins polluant que le PVC, il est produit en Bretagne sous forme de granulés et envoyé dans l'usine de la marque à Lille. Ces granulés sont alors fondus, les verts serviront pour la semelle et les noirs pour le dessus. Les pâtes obtenues sont injectées dans des moules. Dernière étape, le démoulage. Les chaussons destinés à la pratique du surf, comme de la planche à voile ou du paddle, sont prêts à prendre la mer. Et rebondir sur le reportage qu'on a vu sur le recyclage. Et oui. Par exemple, les jus de coquillage, c'est très très riche en calcium. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça, par exemple? On peut récupérer, utiliser ces jus de coquillage, c'est ce qu'a fait Thierry d'ailleurs dans son semi-prix, donc je voulais juste vous montrer une petite chose. Vous des pectines. Les pectines, c'est les parties blanches qui sont dans les, vous savez, par exemple dans les agrumes. Oui, partie blanche de voilà, de l'orange. Le fait d'avoir chauffé comme une confiture, ça a libéré ces pectines. Et avec, par exemple, du jus de coquillage, du jus de moule, on va faire une confiture. Marmelade instantanée. C'est un peu mon astuce. Voilà en une façon mélangeant du calcium et de la pectine, tu vas faire une réaction. Voilà une autre façon de détourner les coquillages aussi, finalement. C'est d'utiliser ces coquillages comme une source naturelle de calcium. Et ces calciums peuvent faire gélifier des pectines. Il vient de balancer 50 de travail de mes recettes. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Non, mais on donne tout ici. On voilà. donne tout, Voilà. les cadeaux, c'est cadeau. Et nous, il va falloir qu'on sorte nos papillotes du four, sinon elles vont être surcuites, dissolues. Je les vois gonfler d'ici, là. Si comme nous, vous n'avez pas réussi à caser toutes vos papillotes dans votre four, Thierry a une astuce. Alors Thierry, qu'est-ce que tu fais là exactement? Eh bien écoute, ça c'est encore une technique de mon copain Marcel. Soit vous avez une poêle chaude, vous posez la papillote dedans avant de servir, elle va regonfler
Et vous voyez, quand elle est gonflée comme ça, là j'ai une plaque, mais j'aurais très bien pu le faire dans une poêle. Et ben voilà, hop, on ouvre. C'est malin ça. Ouais. Oh là là, ça c'est la Marcel Touch. C'est la Marcel Touch et ça s'appelle l'expérience. Ça s'appelle l'expérience. Je sais que c'est un critère important pour toi. Et pas que pour toi. Grâce à l'expérience du fameux Marcel, toutes les moules seront chaudes pour l'arrivée de nos convives. Un dernier détour par mon potager. Je peux finaliser mes moules avec le persil et les fans de fenouil. Hop, allez, on va rajouter nos petites herbes fraîches. Ça aurait été dommage de les ajouter au début quand même, les herbes, hein, on est d'accord, parce que ça, c'est vraiment, ça supporte pas la chaleur. Un petit peu d'huile d'olive accrue. Faut pas brutaliser la nature. On est d'accord. Voilà. Et ça part à table. Pour le dressage, c'est simple. Nous servons les papillotes directement sur une assiette. Les frites sont égouttées sur du papier absorbant, puis salées dans la foulée pour que le sel adhère. Et pour cultiver le côté fish and chips, on les glisse dans un cornet en papier. Et pour partager ce plat généreux, il fallait bien 3 convives. Jean-Baptiste Bonin, notre pêcheur de couteaux de l'île d'Oléron, suivi de Suzy Palatin, la reine de la frite. Salut Suzy. Bonjour. Mais oui, bienvenue. Et le fameux Marcel. Bonjour Julie. On a déjà beaucoup parlé de toi. L'ami écaillé de Thierry qui nous a concocté ce beau plateau de fruits de mer et quintuple champion du monde d'ouverture d'huîtres, excusez du peu. Moules frites au programme, ça vous va? Merveilleux. Pas tout à fait marinière. On a fait une papillote de moules et j'ai appris, je ne savais pas, que dans ton restaurant à Saint-Jean-de-Luz, tu cuisines les moules en papillote. Oui, tout à fait. On fait Oh là là, il y a les une moules en compète. papillote comme ça. Qu'est-ce que tu mets dedans alors? Oh, rien. C'est Rien. simplement Nature. nature. Ah bah Simplement voilà. Bon, bah, nature. moi, j'ai mis un peu de en fenouil. apéritif, ça suffit. Ça Nous, on a suffit mis un parce peu de que- fenouil, un peu d'échalote, mais fondu à l'avance, ciselé de main de maître, et un petit peu de piment d'Espelette, tu m'en voudras pas. Ah à non, Saint-Jean-de-Luz. mais là, on est en plein Pays Basque. Et les frites, Suzy, et Suzy et tout le monde, on a pris le parti de faire 2 bains, d'accord, mais un premier bain d'eau et un deuxième bain d'huile. Et on a même d'ailleurs fait aussi un bain de graisse de bœuf. Ah, d'accord. Donc, Allez, goûtez. On les a blanchis en fait, on les a Goûtez, blanchis. goûtez. J'ai un peu la pression avec à ma table Suzy, l'auteur de Les pommes frites, 10 façons de les préparer, un hommage aux frites de son enfance en Guadeloupe. Je n'ai jamais trouvé des frites qui me plaisaient, les frites de mon cœur, les frites qui croustillent à l'extérieur, qui soient fondantes à l'intérieur. Et en fait, la solution pour moi, c'était vraiment de les sécher vraiment énormément et de faire 2 bains à la même température, 170 degrés. Mais j'ai constaté qu'il fallait vraiment qu'il y ait une rupture de cuisson et il fallait laisser reposer au moins 20 minutes. Expérience, comme disait le grand chef Marc. Je suis pas fan de la graisse de bœuf, moi, par contre. Hein. Oui, alors finalement, ouais, la graisse de bœuf, non? Je trouve que ça fait une croûte. Oui, c'est assez épais. C'est moins léger. C'est moins léger. C'est vrai. ouais. Et toi, Jean-Baptiste, comment tu trouves nos frites et puis nos moules? Je n'ai pas goûté T'es encore pas les encore moules, parti mais sur les moules. Je vais pas tarder. Les frites sont très très bonnes. Et on t'a vu œuvrer à Oléron et pêcher ces couteaux qui sont pas évidents à repérer. Hein. Non, c'est très difficile à repérer effectivement. Et il y a d'autres espèces qu'on peut pêcher au sel, vous savez, qui sont plus faciles à pêcher, mais qui sont quand même moins bons. Donc c'est vrai qu'on a essayé de montrer l'espèce qui est un petit peu réservée aux connaisseurs. Il y a beaucoup de vacanciers qui se frottent à la pêche à pied, avec plus ou moins heureusement d'ailleurs, parce que parfois c'est aussi l'occasion de détériorer le littoral. Donc il faut le dire, et allez-y peut-être avec des gens comme vous qui connaissent, qui vont vous apprendre les bonnes techniques et de ne pas surpêcher non plus, de ne pas endommager le paysage. Voilà, c'est très important, effectivement, si on veut que ce loisir puisse perdurer dans le temps. Souvent, il y a des affichages maintenant avec la réglementation, par exemple, parce qu'il y a des tailles à respecter, il y a des poids à respecter aussi. Finalement, il faut se dire que quand même, on entre chez eux, hein. On retourne les pierres, on soulève les rochers. Par exemple, une pierre de l'estran rocheux. L'estran, c'est la partie qui découvre à marée basse, où on va à la pêche. Et on ne se rend pas forcément compte, mais il y a à peu près 70 espèces différentes en moyenne autour d'une pierre de l'estran. Et donc, ces 70 espèces, certaines ont besoin de soleil pour faire la photosynthèse, comme les algues, mais en dessous de la pierre, il y a aussi beaucoup d'espèces qui ont au contraire besoin d'ombre, besoin d'être à l'humidité tout le temps, à l'abri des prédateurs. Si vous mettez la pierre à l'envers, eh bien vous avez en fait la disparition de la moitié, voire les 3/4 des espèces d'un seul coup, en une seconde. Et multiplié par le nombre de pêcheurs qu'il y a, ça peut faire des dégâts très visibles sur l'estran. Et alors les moules en papillote, vous aviez déjà goûté des moules en papillote? Moi non, mais c'est délicieux, j'adore. On a le parfum vraiment des aromates qui se libèrent. Marcel, alors quel est ton record d'ouverture d'huîtres?
Oh, le premier, il est de 2064 huîtres ouvertes en 1 heure. Ah, quand même. Oh, dis donc. Incroyable. Ça fait 172 douzaines. Moi, il me faut à peu près 1 heure pour ouvrir une huître, en fait. Donc, pour ouvrir une huître, il y a une technique qui est très simple. Alors, attendez. Apprenez-moi. Allez, apprenez-moi. Parce que j'ai quand même un papa qui a fait des huîtres, alors il faudrait que je sache faire. Je mets mon huître en L. D'accord. Sur le majeur. Voilà, en L. Donc, ma pointe de couteau est sur mon majeur. Et maintenant, c'est ma main gauche qui fait la vibration. Donc là, de se faire ça, regardez l'eau. Ouais. L'eau, elle coule sur mon couteau, donc on la retire. Bien. Et là, je vais chercher mon voile. Et mon huître est propre. Magnifique. Et lorsque... Ah ben voilà. Alors, j'avais 10 doigts. Mais je rentre par où? Là. Voilà, non. Bougez la main gauche. Non, je bouge la main gauche. C'est la main gauche, comme au baby-foot. Ah d'accord. Pareil. D'accord, c'est la main gauche et la main droite reste... Voilà. Et vous poussez l'huître sur le couteau. Et donc là, je fais couler l'eau. Voilà. C'est ça. Et après, une rotation. Allez. Julie, tu peux y arriver. Super. Allez, vas-y, Julie, vas-y. Voilà. Ah oui, ça y est, j'y suis. Presque. Voilà. Ah, presque. Bon, j'ai compris. Sur le fond, j'ai compris. Après, c'est une question de rotation. Alors explique-nous les coquillages qu'il y a sur le plateau. Parce que moi, je les connais et des fois, je me trompe entre les praires, les clams, les amandes. Là, on a l'oursin, bien sûr. Et là, alors, ici, là, vous avez des praires. La praire, elle est reconnaissable. Hein. Là, vous avez ce qu'on appelle l'amande. Plus lisse. Voilà, la coquille est nettement plus lisse. Et là, vous avez la palourde. Voilà. Vous voyez, et puis les rayures ne sont pas les mêmes. Et puis là, on a de la Saint-Jacques et des Erquis de Bretagne. Et c'est un super produit aussi. Oui. La plupart des gens le mangent cru. Oui. En carpaccio. Oui, tout à fait. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le mariage des moules avec les frites est légitime. On l'a prouvé aujourd'hui. Il est de raison, il est de passion. Il nous a permis d'apprendre plein de choses, des éléments historiques, des éléments techniques, de voyager dans le temps. Et puis j'espère d'améliorer un petit peu votre façon de cuisiner et les couteaux, et les moules, et les huîtres, pourquoi pas, ça se cuisine aussi. Et les ornements même à la plancha, on vous a donné des idées. Mettez-vous la frite, mettez-vous la moule et surtout invitez les copains. Hein. Salut!